Bonjour et bienvenue dans cette séquence de cours de comptabilité des sociétés qui va aborder la première partie du chapitre relatif aux modifications du capital social. Ces modifications peuvent porter soit sur le montant du capital, dans ce cas il s'agit des augmentations et des réductions, soit sur la nature des actions qui le composent, c'est le cas des amortissements. Aujourd'hui, nous allons traiter le cas des augmentations du capital. Pour ce faire, commençons par répondre à 4 questions fondamentales. Pourquoi une société recourt-elle à l'augmentation du capital? Quelles sont les principales modalités? Quelles sont les conditions à respecter? Et quelles sont les conséquences pour la société et les actionnaires? À la première question du pourquoi, 2 principales motivations peuvent être invoquées, soit pour combler un besoin de financement, notamment pour l'investissement d'extension, de remplacement ou tout autre type d'investissement, soit pour assainir sa structure financière. C'est le cas notamment où l'entreprise aurait cumulé des pertes importantes et dans ce cas, elle peut recourir à ce qu'on appelle une opération accordéon, c'est-à-dire qu'elle va commencer par une réduction du capital par absorption de pertes suivie d'une augmentation de capital. Ou bien en cas d'endettement important relativement aux capitaux propres, ce qui risque de nuire à l'image de la société. Quelles sont maintenant les principales modalités de l'augmentation de capital? Elle peut être réalisée soit par rapport nouveau en nature ou en numéraire, soit par incorporation des réserves, des bénéfices ou des primes d'émission, ou encore par conversion de dette. Notez également que l'entreprise peut recourir à des modalités combinées. Quelles sont les conditions à respecter? Il faut savoir qu'il y a plusieurs conditions, juridiques, financières et fiscales. Nous allons citer celles qui ont directement une relation avec les aspects financiers et comptables de l'opération. Pour plus de détails sur les aspects juridiques, il faut revenir à la loi sur les sociétés anonymes. Le premier point à retenir est que la décision est prise en assemblée générale extraordinaire, ce qui implique un changement des statuts et donc l'accomplissement des formalités identiques à celles de la Constitution. Le deuxième point est que les anciens actionnaires ont des droits prioritaires de participation à l'augmentation du capital, notamment lorsqu'il s'agit d'augmentation par rapport nouveau ou par incorporation des réserves. Ces droits, qu'on appelle droits préférentiels de souscription et droits d'attribution, sont négociables dans les mêmes conditions que les actions auxquelles ils sont rattachés. Et aussi, dans la limite des droits détenus, la souscription ou l'attribution est dite à titre irréductible. Tout dépassement par un ancien actionnaire se fait de façon réductible. On va revenir un peu plus loin sur les notions de souscription à titre irréductible et réductible. Quelles sont maintenant les conséquences pour la société, mais aussi pour les actionnaires? Tout dépend de la modalité choisie. Rappelons qu'il y a les 3 modalités, cas des apports nouveaux, cas de l'incorporation des réserves, bénéfices ou primes et cas de la conversion des dettes. Dans le premier cas, le total du bilan va augmenter puisqu'on va apporter de l'argent frais et donc le passif aussi bien que l'actif vont augmenter. La valeur des actions va baisser, c'est le phénomène de dilution de capital que nous allons expliquer également un peu plus loin. Et l'actionnaire peut maintenir sa part dans le capital social inchangé à condition de participer à l'augmentation du capital au moins dans la limite de ses droits préférentiels de souscription. Dans le cas de l'incorporation des réserves, des bénéfices ou des primes, le total des capitaux propres et celui du bilan restent inchangés. C'est une simple restructuration des capitaux propres. La baisse de la valeur des actions est plus significative parce qu'il n'y a pas de prime et l'actionnaire peut également maintenir sa part dans le capital social inchangé s'il décide de faire valoir ses droits d'attribution. Et enfin, pour le cas de la conversion des dettes, le total des capitaux propres change, mais celui du bilan reste inchangé, parce qu'il s'agit de remonter des dettes vers les capitaux propres. La valeur de l'action diminue également, et les anciens actionnaires subissent une diminution de leur part dans le capital social, parce qu'ils n'ont pas le droit de participer à ce genre d'augmentation du capital. Parmi les 3 modalités, nous allons commencer par le cas de l'augmentation du capital par rapport nouveau. Sachez que cette augmentation peut se faire aussi bien par les anciens actionnaires seulement ou bien par l'adjonction de nouveaux associés. Elle peut se faire également soit par augmentation de la valeur nominale ou encore par émission d'actions nouvelles, comme elle peut se faire soit en nature, soit en numéraire. Le cas le plus fréquent est celui qui mérite un traitement financier plus développé et celui de l'augmentation des capitaux par rapport nouveau avec émission d'actions nouvelles en numéraire. Et donc, la suite du cours va porter sur ce cas. Alors, pour comprendre le traitement financier de l'opération de l'augmentation du capital par rapport nouveau en numéraire, il faut maîtriser les notions suivantes. Valeur nominale, valeur mathématique comptable et valeur mathématique intrinsèque, prix d'émission, prime d'émission et droit préférentiel de souscription. La valeur nominale
est bien évidemment aussi appelée valeur faciale, c'est la valeur de l'action fixée à l'émission. Donc c'est une valeur définie dans les statuts et elle ne peut pas être modifiée sans apporter des changements à ces statuts. Elle permet de calculer le montant du capital social. Donc ça c'est un point très important. Le capital social est toujours calculé en référence à la valeur nominale. Et donc il est égal au nombre d'actions fois la valeur nominale des actions. Et par déduction, si on dispose du montant du capital social et du nombre d'actions, on peut en déduire le montant de la valeur nominale qui va être égal au capital social que divise le nombre d'actions. Concernant la valeur mathématique comptable, comme son nom l'indique, elle est basée sur des valeurs comptables. Elle va être calculée à partir de ce qu'on appelle l'actif net comptable. Cet actif net comptable peut être calculé de deux façons différentes, soit à partir du haut du bilan, donc ça sera les capitaux propres moins l'actif fictif, soit à partir du total bilan, donc ça va être l'actif total moins l'actif fictif moins les dettes totales. Une autre variante, ça va être la valeur mathématique intrinsèque. Le point de départ reste le même, c'est-à-dire l'actif net comptable qu'on va corriger par les plus-values latentes et les moins-values latentes. Donc l'actif net comptable corrigé, c'est l'actif net comptable plus les plus-values latentes moins les moins-values latentes. Une fois dégagé, cet actif net comptable corrigé va être divisé par le nombre d'actions pour obtenir la valeur mathématique intrinsèque. Comme vous pouvez le constater, ces deux valeurs mathématiques représentatives de la valeur réelle de l'action sont des valeurs bilancielles parce qu'elles sont basées sur des éléments comptables. D'autres façons d'évaluer les actions existent, mais pour le cours de comptabilité de société, on va retenir pour le moment ces valeurs bilancielles. Sachez également que si les calculs des valeurs mathématiques sont faits à partir du bilan après répartition, on parle alors de valeurs ex-coupons ou coupons détachés. Dans le cas inverse, c'est-à-dire si on prend comme point de base ou de calcul le bilan avant répartition, les valeurs sont dites coupons attachés. Les plus-values ou moins-values latentes correspondent aux écarts entre les valeurs bilancielles et donc comptables et les valeurs réelles ou économiques actuelles. Sachez aussi ici que les plus-values ou moins-values latentes, ce ne sont pas des plus-values ou moins-values réelles parce que les biens en question ou les actifs en question ne sont pas encore cédés. Donc ce sont juste des estimations pour le calcul de ces plus ou moins-values. Et enfin, l'actif fictif correspond aux immobilisations en non-valeur. Pour illustrer ces différentes notions, on va prendre un exemple. Prenons le bilan d'une société simplifié au 31/12 de l'année N. Il comprend des éléments d'actifs et passifs suivants, avec notamment un capital social composé de 4000 actions et d'une valeur de 800 000 dirhams, soit une valeur nominale de 200 dirhams. Dans ce cas, l'actif net comptable, comme on a dit, peut être calculé de deux façons différentes. Soit à partir du total actif duquel on va défalquer les frais préliminaires, puis l'ensemble des dettes, ce qui nous donne 1 164 800. Ou encore à partir de la somme des capitaux propres, desquels on va soustraire toujours l'actif fictif, on va retrouver le même montant. Si on divise par le nombre d'actions qui est de 4000, on va retrouver la valeur mathématique comptable de 291,20 dirhams. Pour trouver la valeur mathématique intrinsèque, il suffit de disposer des plus ou moins values latentes comme on l'a déjà expliqué. Et dans ce cas-là, recalculer l'actif net comptable corrigé divisé par le même nombre d'actions 4000 pour retrouver la valeur mathématique intrinsèque. Donc le principe est quasiment identique. S'agissant maintenant des prix d'émission de la prime d'émission et du TPS, le prix d'émission, c'est le prix à payer pour une action lors d'une augmentation de capital. Il est généralement supérieur à la valeur nominale et inférieur à la valeur réelle avant l'augmentation. Rappelez-vous tout à l'heure, on avait parlé d'un phénomène de dilution après l'augmentation du capital. Et donc, pour illustrer ce phénomène, nous allons prendre un exemple où les capitaux propres de la société sont constitués d'un capital social de 5000 actions et de valeur nominale 100 dirhams, soit 500 000 dirhams, les réserves légales 50 000 dirhams, les autres réserves et le report à nouveau, soit un total des capitaux propres de 1 million de dirhams. Dans ce cas, la valeur mathématique comptable, abstraction faite de l'actif fictif bien évidemment, serait de 200 dirhams. Supposons que l'entreprise décide d'augmenter son capital avec un prix d'émission qui est égal à la valeur nominale. Dans ce cas, le seul changement qu'il y aurait, c'est que le nombre d'actions va passer de 5000 à 7000, puisqu'on a dit que le nombre d'actions émises va être de 2000 actions. Et donc, le prix d'émission, si on a dit c'est un cas extrême pour illustrer le phénomène de dilution, si le prix d'émission est égal à la valeur nominale, donc ce sera le seul changement. Et par conséquent, les capitaux propres vont passer de 1 million à 1 200 000 dirhams et la valeur mathématique comptable de 200 à 171,43
dirhams. Donc là, c'est ce qu'on appelle, comme on a dit, le phénomène de dilution. On constate une nette baisse de la valeur de l'action juste après l'opération d'augmentation du capital. Alors, pour contrer ce phénomène, la société émet généralement les nouvelles actions, comme on a dit, à un prix d'émission supérieur à la valeur nominale, mais quand même inférieur à la valeur avant pour encourager les investisseurs potentiels. Comment on calcule cette prime d'émission? Justement, la prime, c'est la différence entre le prix d'émission et la valeur nominale. La prime unitaire doit être multipliée par le nombre d'actions émises pour trouver la prime totale. Juste entre parenthèses, quand il s'agit d'augmentation de capital par rapport en nature, on parle de prime d'apport. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure et que cette fois-ci, au lieu d'avoir un prix d'émission qui est égal à la valeur nominale, on considère que le prix d'émission, il est fixé à 150 dirhams, qu'est-ce qui va changer au niveau des capitaux propres? Eh bien, nous allons constater que le nombre d'actions qui composent le capital social va passer de 5 000 à 7 000, puisqu'on a rajouté 2 000 actions, mais là, vous voyez très bien que le capital social est toujours évalué à la valeur nominale. Le supplément de 50 dirhams par action qui a été payé par les actionnaires va constituer la prime d'émission totale qui va venir augmenter les capitaux propres et donc diminuer légèrement le phénomène de dilution. Donc là, on voit bien que la valeur mathématique comptable a baissé quand même, mais moins que dans le cas où le prix d'émission était égal à la valeur nominale. Pour le droit préférentiel de souscription, il faut savoir que les anciens actionnaires ont un droit prioritaire de souscription lorsqu'il s'agit d'augmentation de capital en numéraire. C'est-à-dire qu'un ancien actionnaire, il peut souscrire avant toute autre personne. Le DPS est détachable de l'action et donc il est négociable. Ce qui veut dire qu'un ancien actionnaire peut soit l'utiliser pour souscrire à l'augmentation de capital et y participer, soit le céder, soit un autre actionnaire ancien qui veut augmenter sa part dans le capital social, soit à un investisseur externe. Alors pour calculer ce droit préférentiel de souscription, il y a deux étapes. La première, c'est de déterminer le rapport de souscription qu'on appelle également la parité. Il détermine le nombre de droits préférentiels de souscription dont il faut disposer pour souscrire à une nouvelle action. Donc la parité va être le rapport entre le nombre d'actions nouvelles émises et le nombre d'actions avant l'augmentation. On peut également le calculer à l'inverse. L'essentiel, c'est son interprétation. On va voir ça en détail dans l'exercice d'application. La deuxième étape va être alors de calculer la valeur théorique des droits préférentiels de souscription qui peut être calculée de deux manières différentes. Soit en faisant la différence entre la valeur avant augmentation et la valeur après augmentation. Vous vous rappelez qu'on a dit que après l'augmentation du capital, la valeur diminue toujours systématiquement dans la majorité des cas, ou bien on peut le calculer directement à travers la formule suivante. C'est la valeur avant augmentation moins le prix d'émission fois le nombre d'actions nouvellement émises sur le nombre d'actions totales après augmentation du capital. Et là, vous reconnaissez le rapport de souscription. Pour le calcul, on va reprendre donc l'exemple de tout à l'heure. Et là, on voit que les capitaux propres avant et après. Donc là, pour le calcul de la valeur mathématique comptable, vous vous rappelez qu'on avait trouvé 200 dirhams avant l'augmentation et 185,71 dirhams après l'augmentation. La parité, pour rappel ici, elle est de 2 pour 5. C'est-à-dire on a rapporté 2000 actions sur les 5000 actions anciennes. Cela veut dire qu'il faut que pour disposer de 2 actions nouvelles, il faut disposer de 5 actions anciennes. Ce qui veut dire qu'il faut avoir 5 droits préférentiels de souscription pour pouvoir souscrire à 2 actions nouvelles. Et dans ce cas-là, le droit préférentiel de souscription peut être calculé de deux façons, comme on a dit, différentes, en faisant la différence entre la valeur avant, les 200 dirhams moins les 185,71 dirhams, ce qui donne 14,29 dirhams, ou directement en faisant la différence entre la valeur avant augmentation et le prix d'émission, qu'on multiplie par le nombre d'actions nouvelles émises sur le total des actions après l'augmentation de capital, ce qui va nous donner exactement le même montant. Quel est l'impact de cette situation sur les différents actionnaires? Il est donc intéressant d'analyser la situation des différents actionnaires avant et après l'augmentation du capital. Rappelons les différents éléments de l'augmentation. Donc là, avant l'augmentation du capital, le nombre d'actions était de 5000. L'augmentation a
portait sur l'émission de 2000 actions nouvelles, ce qui a porté le nombre d'actions à 7000. La valeur avant l'augmentation, la valeur réelle avant l'augmentation du capital de l'action était de 200 dirhams. Le prix d'émission était fixé à 150 dirhams et la valeur réelle après l'augmentation du capital, elle est descendue à 185,71 dirhams. S'agissant d'un ancien actionnaire souscripteur, c'est-à-dire celui qui décide d'utiliser ses droits préférentiels de souscription, au minimum, il devait avoir 5 actions. Rappelez-vous de la parité qu'on avait calculée, on avait trouvé 2 pour 5. C'est-à-dire, il faut disposer de 5 actions anciennes pour souscrire à 2 actions nouvelles. Donc, au minimum, il faut qu'il dispose de 5 actions et son portefeuille était valorisé à 1000 dirhams. Il va utiliser ces 5 droits préférentiels de souscription, ce qui va lui donner le droit à 2 actions nouvelles qu'il va devoir payer au prix d'émission. Donc, il va débourser 300 dirhams. Et au final, il va avoir 7 actions d'une valeur de 1000, ce qu'il avait initialement, plus les 300 qu'il vient de payer, soit 1300 dirhams. Ou qu'on peut calculer d'une autre façon, 7 fois la valeur réelle après augmentation du capital, ça donne exactement le même montant. Un ancien actionnaire qui cède ses droits préférentiels de souscription, donc celui-là, décide de ne pas participer à l'augmentation du capital. On va supposer qu'il était dans la même situation que l'autre actionnaire qui décide de participer. Donc lui, il va céder ses 5 droits préférentiels de souscription. À leur prix, on va là aussi supposer qu'ils vont être négociés à leur valeur théorique. Et donc, 5 fois 14,29, il va encaisser 71,45 dirhams. Mais au final, lui, il ne va avoir que les 5 actions qu'il avait initialement, mais cette fois-ci à leur valeur après augmentation, 185,71. Ainsi, on voit que son portefeuille d'actions a connu une décote de 1000 moins 928,55, soit 71,45 dirhams, ce qui est exactement égal à la compensation qu'il a eue en cédant ses droits préférentiels de souscription. Toutefois, la différence fondamentale entre les 2 actionnaires, c'est que ce premier, il va garder sa part dans le capital social inchangé et donc sa part dans les bénéfices va rester les mêmes. Alors que le deuxième actionnaire qui a choisi de ne pas participer à l'augmentation du capital va voir sa part dans le capital social baisser et par conséquent sa part dans les bénéfices futurs. Pour le nouvel actionnaire, bien évidemment, lui, il n'avait rien avant l'augmentation. Il va devoir acheter 5 droits préférentiels de souscription, s'il trouve bien évidemment un actionnaire qui les cède, au prix de 71,45 dirhams. En plus, il doit acheter les 2 actions à leur prix d'émission 300 dirhams. Donc, au total, il va débourser 371,45 dirhams pour avoir 2 actions. Et donc, si on divise les 371 par 2, on va retrouver exactement le montant de la valeur réelle après augmentation du capital. Donc là, vous voyez que la situation des 3 actionnaires va se retrouver au même niveau. Passons à présent au schéma comptable. Pour l'augmentation de capital par rapport nouveau, à l'instar de la Constitution, elle peut être faite soit par libération intégrale ou partielle. On va commencer par le schéma comptable dans le cas de l'augmentation en numéraire avec libération intégrale. La première écriture à passer, c'est de débiter le compte bancaire par la somme des versements reçus sur augmentation du capital. Donc là, vous allez utiliser le premier compte 4462. Ces versements sont effectués par les actionnaires pendant la période de souscription. À la clôture de la période de souscription, on solde le compte associé versement reçu sur augmentation de capital en faisant la séparation entre la valeur nominale qui va aller directement dans le capital social et la prime d'émission qui sera enregistrée séparément. Bien sûr, il ne faut pas oublier d'enregistrer les frais d'augmentation de capital dans le compte approprié, soit le 2113. Si on veut appliquer ce schéma à notre exemple, donc là, les versements qui vont être reçus, c'est 2000 actions fois le prix d'émission, soit 300 000 dirhams. À la clôture de l'opération, donc les 300 000 dirhams seront soldés avec 200 000 dirhams qui est l'équivalent de la valeur nominale. Donc l'augmentation du capital social, rappelez-vous, c'est 2000 actions fois 100 dirhams. Et la prime d'émission, 50 dirhams fois 2000 actions. Là, vous enregistrez bien sûr le montant des frais d'augmentation du capital. Il y a un autre schéma alternatif où l'on peut commencer par le compte 3461, associé compte d'apport en société, capital social et prime
Cette écriture peut être passée à la date de la décision d'augmentation du capital. Ensuite, lors de la période de souscription, on débite le compte bancaire par le compte associé versement reçu sur augmentation du capital. La différence, c'est qu'ici, on va solder le compte 4462 par le compte associé, compte d'apport en société, puisque là, on a déjà enregistré le capital, l'augmentation du capital avec la prime d'émission. Le reste de l'écriture est sans changement. À présent, nous allons voir le cas où l'augmentation du capital va se faire avec libération partielle. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure, donc là, les 2000 actions vont apparaître dans le capital social pour leur valeur nominale. À supposer qu'on ne va libérer que le quart, vous voyez qu'on va réutiliser le compte 1119 actionnaire capital souscrit non appelé. Donc on va soustraire les 3 quarts non encore libérés. La prime d'émission, il n'y aura aucun changement. Donc là, vous notez bien que la libération partielle ne concerne que le capital social, alors que la prime d'émission doit être toujours intégralement libérée. Donc là, vous voyez, le capital social, c'est la valeur nominale. On utilise le compte 1119 soustractif, donc moins les 3 quarts non encore libérés, mais la prime d'émission, on a gardé 50 fois 2000 en intégralité et n'est pas concernée par la libération partielle. Il y a également un léger changement au niveau du schéma comptable. La première écriture qui enregistre les versements reste identique. En revanche, la deuxième écriture, on va voir apparaître le compte 1119 pour la partie non libérée. Et le capital social et la prime restent inchangés. Donc si on veut l'appliquer à notre exemple qu'on a pris, on va constater que le versement, tout à l'heure il était dans la libération intégrale, il était de 300 000, maintenant il n'est que de 150 000. 100 000 afférent à la prime d'émission libérée en intégralité et le quart des 2000 dirhams, le quart du capital social, donc 2000 actions fois 100 divisé par 4, ce qui revient à 150 000. Ensuite, ce compte va être soldé et le compte actionnaire capital souscrit non appelé va être débiteur des 3 quarts restants non encore libérés, soit 2000 actions fois 100 fois 3 quarts. Alors que le capital social et la prime d'émission sont enregistrés normalement et bien sûr les frais d'augmentation de capital. Maintenant, on va passer à un cas particulier, celui du traitement des souscriptions à titre irréductible et réductible. Nous avons dit que les souscriptions par les anciens actionnaires peuvent se faire soit dans la limite des droits préférentiels de souscription qu'ils possèdent, et dans ce cas-là, leur souscription elle est dite à titre irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur refuser cette souscription. S'ils désirent augmenter leur part dans le capital social et qu'ils veulent souscrire au-delà de cette limite, eh bien, cette souscription va être à titre réductible. Cela suppose qu'il existe des actions disponibles, ce qui veut dire également qu'il y a d'anciens actionnaires qui ne veulent pas participer à l'augmentation du capital et donc leurs droits préférentiels de souscription sont disponibles et les actions également seront réparties entre les actionnaires qui souscrivent à titre irréductible proportionnellement à leur part dans le capital et dans la limite de leur demande. Comment on traite le cas de ces souscriptions à titre irréductible et réductible? On va prendre un exemple. Supposons que le capital social avant augmentation était composé de 3000 actions de valeur nominale de 200 dirhams et que l'augmentation par émission de 1500 actions nouvelles de même valeur nominale et avec un prix d'émission de 280. Dans ce cas, la parité, comme vous le voyez, elle est de 1500 sur 3000, soit une action nouvelle pour 2 anciennes. À supposer que le capital social, il était composé de 5 actionnaires, donc A, B, C, D, E, donc pour simplifier, et que chacun disposait d'un certain nombre d'actions, soit au total les 3000 actions qui composaient le capital social. Et que les demandes formulées lors de l'ouverture de l'augmentation du capital sont les suivantes. 550 pour A, 400 pour B, l'actionnaire C ne désire pas participer à l'augmentation du capital, 400 pour D et 450 pour E, soit au total 1800 actions demandées. Donc déjà là, avant de continuer l'exercice, vous voyez qu'on a dépassé les 1500 actions nouvelles émises. Donc il y a une demande de 300 actions excédentaires. Dans ce cas, il faut commencer d'abord par calculer le droit à titre irréductible, indépendamment de la demande formulée. Cela veut dire que là, on va devoir utiliser la parité et
calculer pour chacun des actionnaires le nombre d'actions nouvelles auxquelles il aura droit, compte tenu, comme on a dit, de la parité. Donc pour l'actionnaire A, il avait 600 actions anciennes, donc il a droit à 300 nouvelles. Et ainsi de suite pour l'ensemble. Donc on va trouver qu'au total, ils auront 1500 pour les 3000 anciennes. Maintenant, on va voir quelles sont les souscriptions qui ont été faites réellement, compte tenu de la demande. Là, je vous rappelle, on a calculé le droit indépendamment de la demande. Maintenant, on va calculer la part irréductible, mais cette fois-ci, compte tenu de la demande. Donc, l'actionnaire A, par exemple, il avait demandé 550, mais il a, à titre irréductible, 300. Donc, sa demande peut être satisfaite jusqu'à concurrence de 300. Le deuxième actionnaire B, 400, donc 400. Le troisième actionnaire C, il n'avait rien demandé. Et son droit à titre irréductible, il est de 150. Mais lui, comme il n'a rien demandé, donc il n'y aura pas de souscription à titre irréductible. Et les 150 actions dont il dispose seront disponibles pour être réparties entre les actionnaires qui ont demandé plus. Le même cas pour l'actionnaire E. Pour l'actionnaire D qui a demandé 400, alors que son droit à titre irréductible, il n'est que de 200. L'actionnaire E a demandé exactement le nombre d'actions dont il a droit. Donc là, vous voyez que si on prend en considération les demandes, le nombre de souscriptions à titre irréductible, il n'est que de 1350, contre 1500 émises. Donc on voit bien qu'il reste 150 actions qui sont disponibles à la distribution ou à l'affectation. Les souscriptions à titre réductible ne concernent que deux actionnaires, A et D. Dans ce cas-là, il faut trouver une solution pour répartir les 150 disponibles entre les deux actionnaires, sachant que eux, ils ont demandé plus, mais la société a décidé d'arrêter l'augmentation à 1500. Comme on a dit, on va faire la répartition proportionnellement à leurs actions. Donc là, vous avez l'actionnaire A, il avait 600 actions anciennes et le D, il avait 400. Donc on va rapporter proportionnellement à 1000 les 150, ce qui revient, 90 actions vont revenir à l'actionnaire A et 60 à l'actionnaire D. Donc les 150 seront répartis comme ça. Ce qui va donner au final 390 pour A, donc c'est les 90 plus les 300 à titre irréductible. Les autres, c'est à titre irréductible. Pour l'actionnaire D, c'est 60 plus les 200 à titre irréductible. Et le E, c'est 450 à titre irréductible, soit 1500. Donc, on a satisfait l'ensemble des demandes. Le schéma comptable ici, il est un peu... les chiffres vont être légèrement différents. Pourquoi? Parce que là, vous constatez que les versements ont dépassé l'ouverture des 1500 actions. Donc, on a reçu des versements sur 1800 actions contre 1500 demandés. Donc là, il y a 504 000 qui a été versé dans le compte bancaire de la société. Mais quand on va clôturer l'opération, donc on va juste prendre la part voulue par la société, soit 1500 actions émises. Le reliquat, l'excédent, va être reversé aux actionnaires, donc va être remboursé, ce qui va nous permettre de solder le compte associé versement reçu sur augmentation de capital. Attention à ne pas oublier l'écriture des frais d'augmentation du capital. Alors, récapitulons. Les anciens et les nouveaux actionnaires peuvent participer à l'augmentation du capital. La souscription nécessite la possession ou l'achat de droits préférentiels de souscription, donc possession pour les anciens actionnaires et achat pour les anciens actionnaires qui veulent souscrire à titre réductible, mais aussi pour les nouveaux actionnaires. L'augmentation est faite à un prix d'émission supérieur à la valeur nominale, donc une prime d'émission doit être calculée. En cas de libération partielle, la prime d'émission doit être intégralement libérée. La souscription des anciens actionnaires peut être à titre irréductible ou réductible et la répartition des souscriptions entre anciens actionnaires est basée sur la parité au rapport de souscription. Ainsi prend fin cette séquence relative aux augmentations du capital par rapport nouveau au numéraire. Les autres modalités d'augmentation ainsi que les réductions et l'amortissement du capital seront traitées dans une prochaine séance. D'ici là, portez-vous bien.